Aujourd'hui et depuis toujours, les êtres vivants évoluent dans un monde où le son est omniprésent. Au début, loin d'imaginer ses effets et ses origines, les scientifiques se sont alors intéressés à ce phénomène. Le son est une notion définie pour tous. Nous étudierons donc le son et ses effets sur l'être vivant. Le son est-il nocif ou est-il bienfaisant? Tout d'abord, nous définirons le son afin de poser les bases de notre exposé. Ensuite, nous étudierons le son sous toutes ses formes qui nous entourent quotidiennement, les bruits. Enfin, nous verrons des bruits particuliers comme la musique et les bruits de couleur. Le son, vague question. Le son est tout d'abord formé par des vibrations de molécules qui s'entrechoquent entre elles, ce qui provoque donc une vibration qui se propage jusqu'à nos oreilles. Il se définit par trois facteurs, l'intensité sonore, la fréquence et le timbre. L'intensité. L'intensité, c'est la puissance du son, grossièrement le volume. Elle est notée I et s'exprime en watts par mètre carré. Mais pour faire plus simple, on utilise le niveau d'intensité L que l'on obtient à partir de I avec cette formule. I0 étant le seuil d'audibilité minimum que notre oreille peut percevoir, c'est-à-dire l'intensité minimum que l'on peut percevoir étant égale en majorité à 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, bien que cette variable peut varier en fonction de la pression ou encore de la fréquence de notre son. Les décibels, qui sont des unités qui ont été utilisées pour simplifier la graduation du son, n'ont aucun rapport avec les mètres ou les secondes, à part la fameuse formule que je vous ai donnée précédemment. Les décibels sont en fait une unité logarithmique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le son va doubler de volume, ça va être 2 fois plus fort, ça va être augmenté de 3 décibels. Par exemple, une conversation à voix normale, voix basse on va dire, est égale à 20 décibels. Une conversation qui serait 2 fois plus forte serait égale à 23 décibels. Un scooter en accélération, c'est 90 décibels. Deux scooters en accélération, 93 décibels. Vous voyez ici une échelle de représentation des décibels, où le seuil de douleur s'élève à environ 120 décibels. Bien sûr, ça dépend des individus. 120 décibels étant à peu près égal à un avion au décollage. A noter bien entendu que les décibels sont une mesure adaptée à l'œil, puisque dans sa formule, on utilise le seuil d'audibilité de l'homme, bien entendu. La fréquence s'exprime en Hertz. Elle représente la vitesse de vibration d'une onde sonore. Une onde sonore est périodique, c'est-à-dire que quand on étudie un son à l'oscilloscope, l'oscillement, la période, est régulier. La fréquence s'exprime en nombre de répétitions de la période par seconde. Donc, la fréquence f et le temps t sont liés par la relation f égale 1 sur t. Plus la fréquence diminue, plus le son est grave, et plus la fréquence augmente, plus le son est aigu. C'est ce qui se passe en musique, chaque note a sa fréquence. Un son a également un timbre particulier qui est son empreinte. Un son peut avoir la même fréquence mais ne peut pas avoir le même timbre. Par exemple, sur le xylophone, on utilise un Mi. Sa fréquence est entre 328 et 329 Hz. Sur la guitare, on fait exactement pareil. On utilise le Mi de la guitare. Qui est aussi entre 328 et 329 Hz. Elles ont peut-être la même fréquence mais n'ont pas le même timbre. Ici, la fréquence est la même, mais sur l'oscilloscope, le timbre sera différent. À l'oreille, on n'entendra pas la même chose. Donc, un son ayant la même fréquence, le même timbre, mais une intensité différente, va se dessiner comme ça, avec une amplitude différente, bien que la fréquence soit la même. Bon, encore une fois, mon dessin est assez approximatif, mais l'essentiel c'est de comprendre. Ici, on va avoir un son plus faible, alors qu'ici, on va avoir un son plus fort, parce que l'amplitude, comme vous voyez, est inférieure. Quand la fréquence varie, le nombre de périodes par un temps donné varie également. Plus la fréquence est haute, plus le nombre de périodes par le temps est élevé. Plus la fréquence est basse, plus le nombre de périodes diminue. Un même son avec un timbre différent aura une amplitude pareille. La période aussi sera pareille, mais le dessin sera différent. Plusieurs choses peuvent provoquer un son. C'est-à-dire provoquer une vibration des molécules, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le milieu. Ça peut être un choc, Un frottement un mouvement, ou une explosion, ça peut également être des phénomènes physiques plus particuliers comme un changement de pression. ou une combustion. Le son peut avoir différentes vitesses de propagation dans le gaz, dans le solide et dans le liquide. Par exemple, dans l'air, le son se propage à 331,6 mètres par seconde à 0 degré.
et à 20 degrés, il se propage à 334 mètres par seconde. Comme on peut le constater, la température a aussi son rôle à jouer. Dans un liquide, l'eau par exemple, le son va 3 fois plus vite, et dans un solide comme l'acier, il va à 5000 mètres par seconde. Ce phénomène s'explique car dans un solide, les molécules sont plus rapprochées que dans un gaz. Ainsi, la vibration se transmet plus vite. Voici donc une oreille humaine. La vibration de l'air va rentrer par la feuille de chou, ou scientifiquement appelée le pavillon. Ensuite, la vibration de l'air va se transmettre jusqu'au conduit auditif, le conduit auditif se terminant avec le tympan, qui est en fait une fine membrane qui va vibrer avec l'air. Et cette fine membrane va transmettre la vibration aux 3 plus petits os du corps humain, appelés les osselets. Donc on a le marteau qui va transmettre sa vibration à l'enclume, qui va transmettre sa vibration à l'étrier. Ensuite arrive un autre organe. Il s'agit de la cochlée. L'étrier va donc vibrer et provoquer des variations de pression dans la cochlée, qui est une sorte de coquille en fait, et qui est remplie d'un liquide. Le liquide de la cochlée va donc vibrer au rythme de l'étrier et transmettre sa vibration à des petites cellules, les cellules ciliées, qui en fait sont des fils très très fins et qui vont vibrer au rythme du liquide, transmettant ainsi le mouvement en signal électrique, et ce signal électrique qui va être transmis au cerveau directement grâce au nerf vestibulo-cochléen. Attention, si on écoute un son de manière trop intense ou trop prolongée, on a le risque d'endommager nos cellules ciliées de manière irréversible. On n'a que 20 000 cellules ciliées, donc il faut les conserver. Nous avons donc défini le son. À présent, étudions ses effets au quotidien, en ville ou dans la nature, sur les êtres vivants. En effet, nous pouvons affirmer que les plantes réagissent au son naturel ou au son produit par l'homme. Tout ça se passe dans la fréquence de résonance. La fréquence de résonance s'exprime en Hertz, c'est la capacité d'un corps à vibrer lorsqu'il est soumis à un son de même fréquence. À partir de là, nous avons donc cherché à savoir quel son peut aider une plante dans sa croissance ou la ralentir. Pour tenter d'y répondre, nous avons donc exposé différentes graines de haricots noirs à des sons de différentes fréquences pendant différents temps d'exposition avec une différente intensité. Nous avons fait écouter des sons très aigus de fréquence 4400 Hz et des sons très graves de fréquence 60 Hz. Nous pouvons voir ici 2 plants de haricots rouges exposés 5 minutes par jour à un son aigu de fréquence 4400 Hz ressemblant à ceci. L'un est exposé à 40 décibels, le plus grand, l'autre est exposé à 70 décibels. Au bout du 11e jour d'exposition, le plan à 70 décibels mesurait 11 cm. Celui à 40 décibels mesurait 19 cm. Maintenant, parlons fréquence. Voici 2 plantes exposées tous les deux à 70 décibels pendant 1 minute, avec pour seule variation la fréquence. 4400 Hz pour la première qui mesure 25 cm, celle qui a poussé le plus vite de tous. Et voici maintenant celle exposée à 60 Hz qui mesure 19,5 cm. Observons à présent le temps d'exposition. Ici, le haricot a été exposé 1 minute à 40 décibels par jour à un son grave de 60 Hz. Et le suivant a été exposé avec les mêmes conditions, mais pendant 5 minutes. Nous observons que donc, au bout de 12 jours d'exposition, le plan exposé pendant 1 minute atteint déjà 21 cm, alors que le second ne mesure que 18. À présent, comparons les 3 facteurs en même temps. Intensité, fréquence et temps d'exposition. Nous avons donc d'abord un plan exposé à une fréquence de 4400 Hz à 40 décibels pendant 1 minute par jour. En comparaison, voici un plan exposé à une fréquence de 60 Hz à 70 décibels et pendant 5 minutes par jour. Par exemple, le jour où nous tournons, au 12e jour de l'expérience, la plante exposée à l'aigu mesure 23 cm contre 12 cm pour la plante exposée au grave. Que peut-on donc conclure de cette expérience? Nous avons donc observé que les fréquences aiguës accéléraient la croissance par rapport aux fréquences graves. On peut aussi constater que si l'intensité est basse, comme ici à 40 décibels, les plantes grandissent plus vite que si c'était à 60 décibels ici. La troisième chose qu'on peut comparer, c'est le temps d'exposition. Comme nous pouvons voir ici, le temps d'exposition plus faible a tendance à pousser plus, tandis que le temps d'exposition plus long ralentit la croissance. Mais
ce n'est pas très significatif. En revanche, avec les plantes exposées à un bruit aigu, on voit une claire différence. Ici, elles ont été exposées à 1 minute, contre exposées à 5 minutes. La croissance est vraiment différente. On a aussi fait des expériences avec le bruit de la campagne et le bruit de la ville sur les plantes, certaines avec différentes intensités et certaines avec différents temps d'exposition. 70 décibels, 40 décibels, 5 minutes, 1 minute. Ce que l'on attend de cette expérience, c'est que les plantes exposées au bruit de la campagne grandissent plus vite que les plantes exposées au bruit de la ville et que l'intensité et le temps d'exposition fassent varier la taille des plantes. Comparons d'abord les haricots exposés pendant 5 minutes par jour à 70 décibels au son de la ville et au son de la campagne. Aujourd'hui, les haricots exposés au bruit de la campagne mesurent 34 cm contre 17 cm pour celui exposé au bruit de la ville. À présent, vous avez devant vous, au premier plan, un plan de haricots noirs exposé 1 minute par jour à 70 décibels à un bruit de nature. Et, au second plan, un bruit exposé dans les mêmes conditions, mais cette fois-ci à 40 décibels. Nous observons donc que le plan exposé à 40 décibels mesure 23 cm, tandis que celui exposé à 70 décibels mesure déjà 32 cm. Comparons maintenant deux plants de haricots qui ont été exposés au bruit de la ville et pendant 5 minutes par jour. Devant, vous avez celui qui a été exposé à 70 décibels et qui mesure 18 cm. Ensuite, derrière, vous avez celui qui a été exposé à 40 décibels et qui mesure maintenant 28 cm. Grâce à cette expérience, nous pouvons conclure premièrement que les plants exposés au bruit de la campagne préfèrent un son plus fort à 70 décibels qu'un son moins fort à 40 décibels pour pousser. En revanche, c'est l'inverse pour les plantes exposées au bruit de la nature. Cette plante est exposée à 40 décibels, celle-ci à 70 décibels. On voit bien qu'ils préfèrent des intensités plus faibles. Mais le plus important, c'est que l'on constate que le son produit par le milieu, ici la ville ou la nature, par exemple la campagne ou la forêt, joue un rôle important pour la croissance des plantes. On peut voir que la plante exposée au son de la campagne à 70 décibels pendant 5 minutes a grandi plus vite que celle exposée au bruit de la ville. À présent, comment peut-on analyser nos résultats? Tout d'abord, on peut donc en déduire que nos plantes préféreraient les sons aigus pour pousser. Tout d'abord, car celles qui sont exposées à des fréquences aiguës ont poussé plus vite que celles exposées à des fréquences graves, et de plus, car les bruits de campagne sont composés de plus de fréquences aiguës que de fréquences graves. Comment expliquer que les variations d'intensité fassent varier les résultats? On peut donc observer un spectre de bruit de ville. Donc en fait, on voit que ce spectre est décroissant. Donc, quand on va exposer nos plantes à un bruit de 40 décibels, ils ne vont pas être exposés à toutes les fréquences de ce spectre. En revanche, à 70 décibels, ils vont être exposés à toutes ces fréquences et en plus à une forte intensité. Si ces fréquences n'aident pas le développement, voire le ralentissent, évidemment, les plantes ne vont pas spécialement apprécier. Observons maintenant un spectre de bruit de campagne. On peut donc voir un pic qui nous indique qu'aux alentours de 40 décibels, c'est-à-dire le volume qu'on a fait entendre à nos plantes, ils ne sont exposés qu'à certaines fréquences de ce bruit. En revanche, à 70 décibels, ils sont exposés à toutes les fréquences du bruit de la campagne. Ainsi, si ce sont des fréquences qui vont accélérer la croissance des plantes, il est normal qu'à 70 décibels, où ils sont exposés à de plus nombreuses fréquences, les plantes poussent plus vite. Une autre explication, les stomates. Parlons maintenant des stomates. Les stomates, en fait, c'est les pores des plantes. C'est des organes qui sont composés de deux cellules dites de garde qui vont se fermer à la fréquence de résonance du calcium. Cependant, quand la fréquence approche cette fréquence de résonance du calcium, mais n'est pas égale, elle va avoir tendance à s'ouvrir en moins d'1 heure, permettant ainsi des meilleurs échanges avec le gaz et des meilleures absorptions d'engrais. Ainsi, la fréquence de résonance du calcium étant très aiguë, les fréquences qui s'en approchent sont également très aiguës. C'est pour ça qu'on peut imaginer que les plantes préfèrent des vibrations plus aiguës. Si les stomates sont ouverts plus de 3 heures, la plante risque une déshydratation parce qu'on a une mauvaise régulation de l'eau, car les pores sont tout le temps ouverts. Mais les bruits du quotidien ne sont pas les seuls bruits que les êtres vivants côtoient, en particulier les hommes. Les hommes côtoient également des bruits plus particuliers, comme la musique ou encore les bruits de couleurs. On s'explique. Parlons maintenant des effets de la musique. Deux choses sur la musique. On a l'effet que la musique fait aux êtres humains, avec notamment l'utilisation de la musicothérapie, et on a aussi l'effet que la musique peut faire aux plantes, avec l'utilisation de protéoïdes. On a tous remarqué, quand on écoute une chanson, la musique peut nous provoquer une émotion.
Et cette émotion, c'est exactement ce qu'on va rechercher avec la musicothérapie. La musicothérapie est donc une méthode qui permet de se soigner avec la musique, mais comment ça marche? Il y a deux types de musicothérapie. On a la musicothérapie dite active qui consiste à jouer de la musique, du coup ça va stimuler notre cerveau. Mais c'est pas ça qui nous intéresse parce que c'est pas un effet du son. On a la deuxième musicothérapie qui est la musicothérapie réceptive, excusez-moi, ou la musicothérapie passive. C'est-à-dire que là, on va écouter tout simplement de la musique. Et comme on sait que cette musique peut provoquer de l'émotion, on va chercher une évolution de l'émotion chez le patient. Par exemple, chez un patient dépressif, on va lui faire écouter au début de la musique triste qui s'adapte à son humeur actuelle. Puis, on va lui faire écouter de la musique plus joyeuse au fur et à mesure avec une évolution. En sachant qu'une musicothérapie peut durer entre 3 mois et 1 an selon les cas. On peut ainsi traiter le cas de schizophrénie, paranoïa, redonner confiance en quelqu'un et plein d'autres pathologies. Maintenant, on va vous expliquer comment la musique peut créer une émotion. Une fois que les cellules stylées ont transformé le son en message nerveux, le cerveau l'analyse par différents procédés. Il le met en relation avec les souvenirs et analyse le son en fonction de l'humeur de la personne. Il crée donc des hormones comme la dopamine pour la joie ou le plaisir ou l'adrénaline pour le bien connu stress. La musique a donc plusieurs effets positifs sur notre corps. Il peut à la fois augmenter la concentration, réduire la sensation de douleur. Il peut également donner un sentiment de bien-être, moins de stress. A contrario, la musique peut nous angoisser et nous stresser, de la même manière qu'elle peut nous détendre. Mais l'émotion n'est pas la seule chose que peut créer la musique sur notre corps. En effet, la musique peut nous faire vibrer. On sait que notre corps, quand il vibre, un peu comme les plantes, peut produire différentes substances. Par exemple, un son de 10 Hz peut booster la production de sérotonine, qui est un acide aminé, mais aussi un neurotransmetteur qui joue sur la dépression et l'agressivité. Ainsi, la musique peut nous rendre plus calmes. On peut également chanter soi-même. Chanter soi-même va donc provoquer une vibration dans les cellules, ce qui va permettre de masser, de réveiller, de réharmoniser les tissus endormis, encombrés ou rigidifiés. C'est la thérapie douce. Parlons maintenant des effets de la musique sur les plantes, en particulier des protéodies. Mais qu'est-ce qu'une protéodie? En fait, une protéodie, c'est une mélodie qu'on va faire écouter à notre plante et qui va accélérer sa croissance. Mais comment ça marche? Comme nous l'avons dit, chaque élément dispose d'une fréquence de résonance. Ici, nous étudions la fréquence de résonance des acides aminés, appelée onde échelle. Chaque acide aminé réagit à une note précise. Mais attention, ces notes sont bien trop aiguës pour pouvoir être jouées par un instrument de musique. On doit donc les descendre de 76 octaves pour atteindre des sons de 220 Hz à 523 Hz, donc des sons jouables par des instruments. En fait, quand l'ARN messager crée une protéine dans le cytoplasme, un organite nommé ribosome va attirer les acides aminés vers l'ARN. Chaque codon va s'associer à un acide aminé grâce au code génétique. Ce processus s'appelle la traduction. Lorsqu'un son de fréquence égale à cette onde d'échelle atteint l'acide aminé, cette dernière va se mettre à vibrer. Une fois l'acide aminé entré en vibration, comme prévu, il va rentrer en contact avec l'ARN messager. Une fois en contact, tout le processus va se mettre à vibrer, le ribosome et l'ARN messager. Le ribosome a donc un champ d'action plus grand, il attrape plus d'acides aminés et la traduction se fait plus rapidement. Mais attention, les protéodies sont composées de plusieurs notes, car si l'on fait vibrer un seul acide aminé, au bout d'un certain temps, la vibration s'arrête et la traduction reprend une vitesse normale. Pour connaître la fréquence qui fera vibrer un acide aminé, il faut passer par plusieurs calculs. Tout d'abord, il faut calculer la longueur d'onde de cette onde échelle, qui est égale à lambda, donc la longueur d'onde, qui est égale à la constance de Planck, divisée par la vitesse de l'acide aminé, fois la masse de l'acide aminé. Une fois que l'on connaît donc lambda, la longueur d'onde de l'onde échelle, on peut calculer la fréquence de cette onde. Il faut diviser la vitesse de propagation de l'onde échelle par lambda, et ça nous donnera la fréquence qui permettra de faire vibrer l'acide aminé. On a donc essayé de faire des expériences qui prouveraient l'efficacité des protéodies, comme a fait Joel Sternheimer. Joel Sternheimer qui est le précurseur de la génomique, c'est-à-dire la science des protéodies. Nos expériences n'ont pas fonctionné, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On avait exposé différents plants de haricots noirs donc à une protéodie qui est censée accélérer la croissance et une qui est censée la ralentir. On appelle ça une protéodie inhibitante. Et aucun n'ont germé. On leur a fait donc écouter une protéodie particulière, qui est une protéodie qui va stimuler l'auxine. Joel Sternheimer a donc fait des expériences qui ont prouvé l'efficacité de la protéodie, mais elles sont assez controversées, parce que certains savants le critiquent et disent que ces expériences réalisées au Sénégal n'étaient pas réalisées dans des conditions assez expérimentales. Voici un morceau de protéodie qui stimule l'auxine et qu'on a fait écouter à nos plantes. Parlons maintenant du bruit blanc.
Le bruit blanc est un bruit qui réunit toutes les différentes fréquences de son possibles, un peu comme la lumière blanche qui, telle, réunit toutes les différentes lumières possibles en un point. En effet, quand on analyse la courbe sur l'oscilloscope, on ne peut pas observer une courbe précise qui se répète. On a plutôt la superposition de différentes courbes. Le bruit blanc est un bruit synthétique, pas naturel, on ne peut pas le trouver dans la nature. C'est impossible de trouver un bruit qui produit toutes les différentes fréquences de la nature, on est obligé d'avoir un ordinateur pour y créer. On peut par contre trouver le bruit coloré dans la nature. On peut entendre des bruits colorés dans la nature, par exemple cascade, ou dans les objets dans la maison, aspirateur ou un radio qui ne trouve pas sa fréquence. Les bruits colorés sont des bruits qu'on peut comparer aux bruits blancs. En fait, c'est des bruits blancs avec des parties de fréquences qui sont réduites ou avec des spectres un petit peu différents, comme on voit ici par exemple le bruit rouge, le bruit bleu, le bruit violet. En fait, ces bruits, on peut les entendre dans la nature parce que, comme ils n'ont pas toutes les fréquences, ils sont reproduisibles. Par exemple, un bruit rouge peut être assimilé à une cascade qui coule au loin. Pourquoi on les appelle bruits colorés ? C'est la même chose que pour le bruit blanc. En fait, le bruit blanc, on l'appelle bruit blanc parce qu'il possède toutes les fréquences possibles du son. Et la lumière blanche possède toutes les fréquences possibles en longueur d'onde. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle lumière blanche. Ainsi, un bruit rouge par analogie à la lumière fera de la lumière rouge. À quoi sert le bruit blanc ? Le bruit blanc, c'est une bonne manière pour masquer les acouphènes. Et aussi, c'est une bonne technique pour s'endormir ou pour se relaxer. Ce qui permet donc de masquer et d'ignorer tous les sons car il recouvre toutes les fréquences. Mais comment est-ce possible ? En effet, dans la cochlée, il y a un organe nommé organe de Corti qui se compose d'une membrane basilaire et des cellules ciliées. Ces cellules ciliées vont vibrer du plus aigu au plus grave en fonction de leur position dans la cochlée. Plus elles seront à l'extérieur, plus les fréquences aiguës les feront vibrer, plus elles seront à l'intérieur, plus les fréquences graves les feront vibrer. Et donc, le bruit blanc, comme il dispose de toutes les fréquences, fait vibrer toutes les cellules ciliées, ce qui permet d'ignorer tous les sons. En clair, il agit en saturant notre système auditif. Mais qu'est-ce qu'une acouphène ? Une acouphène, c'est une perte de cellules ciliées dans la cochlée. En effet, le cerveau va donc percevoir moins de son et va le remplacer par un son très aigu ou désagréable. Mais attention, le bruit blanc a aussi un effet nocif sur le cerveau et l'appareil auditif. Comme il agit sur toutes les cellules ciliées, il peut en détruire bien plus qu'un son normal. De plus, il agit également sur la plasticité cérébrale. En conclusion, on a défini le son et ses trois facteurs, l'intensité, la fréquence et le timbre. Ensuite, nous avons étudié les effets du son au quotidien, ceux de la campagne et ceux de la ville, sur les plantes, pour savoir si cela avait un effet sur leur croissance. Enfin, on a parlé de bruits plus particuliers, comme la musique ou encore les bruits colorés, la musique avec la musicothérapie et les protéoïdes. Rappelons donc la problématique. Le son est-il nocif ou bienfaisant ? On peut dire que le son est nocif et à la fois bienfaisant. En effet, grâce à nos expériences, nous avons pu prouver que les plantes préféraient un environnement plus calme de campagne comme nous avons ici là, avec des sons plus forts à fréquence aiguë pour les faire pousser. On a aussi vu que des bruits plus particuliers, comme la musique ou les bruits colorés, étaient à la fois nocifs et bienfaisants. En effet, les bruits colorés peuvent être nocifs s'ils sont utilisés trop longtemps, mais bienfaisants à court terme puisqu'ils calment les acouphènes et beaucoup d'autres choses. La musique est également bienfaisante car on peut se soigner avec et elle peut nous détendre, mais elle peut également être nocive car elle peut nous stresser, etc. On a pu constater tout au long de ce TPE que le son est utile et très présent aux êtres vivants. Alors, peut-on imaginer que le son puisse révolutionner le monde ?